cette session ce midi de Charleroi Entreprendre. Donc à nouveau, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette session qui durera une bonne heure tous ensemble et qui portera sur l'introduction au Lean Management. Alors pour nous éclairer sur le sujet aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Fabrice Bronsard, expert en Lean Six Sigma, qui vous fait un petit signe de la main, et également Mohamed Toual, qui est CEO de la société P4P, et qui partageront d'une part une vue d'expert sur le sujet et un témoignage plus pratique de l'application de ces principes et de ces préceptes en entreprise. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, mon collègue Guillaume, également présent, nous resituera ce qu'est un midi de Charleroi Entreprendre et vous introduira plus en détail nos interlocuteurs. Je repréciserai également le rôle joué par Charleroi Métropole dans l'animation du tissu économique. Et je vous proposerai également de parcourir brièvement l'agenda de la présentation avant de laisser la parole à Fabrice et à Mohamed. Voilà, bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition des Midis de Charleroi Entreprendre. Donc maintenant, vous commencez à connaître un petit peu le principe de ces midis. Donc l'idée est de partager un sujet lié au management des entreprises et à l'innovation, avec à chaque fois un expert qui vient nous présenter le sujet lors d'une conférence de 30 à 45 minutes. Également un outil, comme ça vous permet de repartir avec cet outil et de le mettre directement en œuvre dans vos entreprises. Et également un témoignage pour voir un peu la mise en application et au travers d'un cas concret, voir comment l'entreprise a pu mettre en place aujourd'hui, en l'occurrence le Lean Management, et mettre en place la thématique liée à l'innovation. Donc on a la possibilité par la suite de ces midis d'approfondir le sujet s'il y a un intérêt pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous demandera votre avis en fin de session et donc d'indiquer dans le questionnaire si vous souhaitez approfondir le sujet. Voilà, pour ce qui est des intervenants, donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Monsieur Toual, qui est le CEO de P4P, entreprise basée à Fleurus, et qui s'est spécialisé dans la fabrication de boîtes en carton pliantes et qui travaille justement selon les méthodes Lean et qui ont mis en place vraiment un modèle assez unique, et il aura l'occasion de partager avec nous ce qu'ils ont pu faire dans leur entreprise. C'est une entreprise qu'on connaît bien, qu'on a suivie ici chez Charleroi Entreprendre depuis sa création il y a 4-5 ans, et qui a été accompagné par Charleroi Entreprendre, qui a été soutenu par Sandra Invest. Donc Sandra Invest a joué vraiment un rôle actif dans le financement de cette entreprise, et qui a été aussi suivi par le pôle aide publique d'Hygrotech pour des primes à l'invest et des primes à l'emploi. Voilà pour le premier intervenant, et nous allons accueillir également Monsieur Fabrice Bronsard, qui est formateur déjà depuis plusieurs années et qui est expert en Lean Six Sigma et qui accompagne des entreprises vers une meilleure gestion et de l'amélioration des processus. Et il aura l'occasion de partager avec nous toute son expertise en la matière. Voilà pour moi, je te repasse la main, Maxime. Merci Guillaume. Donc, effectivement, nous souhaitions également repréciser le rôle que peut jouer Charleroi Entreprendre ici sur le territoire de la métropole. Alors, Charleroi Entreprendre a la double mission d'orienter et d'accompagner les entrepreneurs, quel que soit leur degré de maturité. Donc, cela concerne aussi bien l'étudiant qui a envie d'entreprendre, le néo-créateur ou la jeune entreprise, mais également l'entreprise confirmée. Et nous les accompagnons et les aidons de la façon suivante. Premièrement, nous jouons un rôle d'orientation, c'est-à-dire que nous nous efforçons de les mettre en contact le plus rapidement possible avec un partenaire, le partenaire adéquat, qu'il soit privé ou public. Et nous essayons également de structurer leur démarche entrepreneuriale en leur proposant des parcours d'accompagnement pour structurer l'idée d'entreprise et accélérer l'opérationnalisation de celle-ci. Alors, pratiquement au sein de Charleroi Entreprendre, nous avons élaboré des parcours d'accompagnement donc en fonction de ces différents types d'entrepreneurs. Le Student Lab à l'attention des étudiants, le programme Start pour les néo/jeunes entreprises et le programme Grow pour les entreprises confirmées. Et nous faisons graviter autour de ces parcours d'accompagnement des services annexes et complémentaires, à savoir un espace de coworking, donc espace de travail partagé, mais également un pôle d'experts
avec une expertise en matière d'aide publique. On a notamment cité les primes à l'emploi et primes à l'investissement, une expertise en matière transfrontalière et une expertise en matière d'économie circulaire. Alors, aujourd'hui, au programme, nous vous proposons donc une introduction au Lean Management avec, dans un premier temps, la présentation des principes de base du Lean Management qui nous sera proposé par Fabrice. Ensuite, un focus sur un outil du Lean Management, le Kanban, qui permet donc d'optimiser les processus. Mais je laisserai évidemment Fabrice vous en dire un peu plus à ce sujet. Et enfin, un témoignage de l'application de ce Lean Management proposé par Mohamed, donc le CIO de la société P4P. Alors, au terme de cette session, évidemment, une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à garder vos questions en stock pendant l'intervention ou également les noter dans le chat et nous reviendrons dessus donc, à la fin de la session. Alors, on a été très bref par rapport à ce que Charleroi Entreprendre peut faire et peut vous proposer. Si vous avez évidemment la moindre question ou la moindre interrogation ou souhaitez rediscuter d'un point qui aurait été abordé aujourd'hui, eh bien, nous vous communiquerons de toute façon la présentation dans laquelle vous pourrez retrouver nos coordonnées de Guillaume et moi, tant adresse mail que numéro de téléphone. Voilà, j'en ai assez dit en termes d'introduction sur Charleroi Entreprendre, les midis et ce qui vous attend aujourd'hui. Et je vais maintenant laisser la parole à Fabrice. Ça va, on voit bien le PowerPoint. Oui, on te voit très bien. Alors, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas revenir sur les présentations parce qu'on n'a aucune demi-heure pour que je puisse vous expliquer ce qu'est le Lean Management. Alors, vous voyez, dans le titre, il fait marquer Introduction à la résolution de problèmes statistiques. Les problèmes statistiques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des problèmes que l'on peut prévoir, que l'on peut définir à l'avance. Il y a une partie du Lean qui s'occupe également des problèmes qui ne sont pas statistiques et dont on n'a pas idée, quoi. Donc, ici, ce sont les bases. Donc, je vais vous introduire à la résolution de problèmes statistiques. Alors, je passerai aussi les présentations. Il y a beaucoup de gens qui se demandent ce que c'est que le Lean Six Sigma. Vous voyez que le personnage sur le slide se gratte un peu la tête. On se dit, wow, c'est un truc compliqué, c'est difficile, il y a beaucoup de calculs, de statistiques, il faut être ingénieur. Ben, pas du tout. Le Lean, en fait, c'est une méthode et même plutôt, à mon sens, une philosophie assez simple. Je dis souvent qu'avec une feuille de papier et une boîte de marqueurs, on peut tout à fait faire du Lean. Surtout si la méthode est visuelle, puisqu'on verra plus loin qu'on va utiliser beaucoup de méthodes visuelles. Alors, littéralement, le Lean, ça signifie zéro, maigre, zéro défaut. Ce qu'on cherche dans le Lean Six Sigma, puisqu'il s'agit bien du Lean Six Sigma, qui sont deux choses qui cohabitent, mais qui sont, on va le voir, qui sont deux choses un peu pas différentes, mais aussi deux choses différentes. On va rechercher toujours la performance globale et la qualité la plus élevée. Six Sigma, ça signifie une erreur par million d'opérations, 6 erreurs par million d'opérations, pardon, si mes souvenirs sont bons. On se rend bien compte que dans l'aéronautique, on a un demi Six Sigma. En boulangerie, par exemple, on n'aurait pas besoin de quelqu'un qui voudrait optimiser sa production de pain, n'aurait pas besoin d'un Six Sigma complet. Donc, voilà. Je fais bouger. Donc, je vous ai dit qu'il y avait deux choses dans le Lean Six Sigma. Il y a le Lean et le Six Sigma. Le Lean, c'est l'économie sans gaspillage des ressources, surtout sans perte de temps. Donc, on va plutôt, dans la philosophie Lean, qui est plus ancienne que celle de Six Sigma, s'occuper d'optimiser les délais. Quant au Six Sigma, il concerne plutôt l'optimisation des process, l'optimisation de la manière de faire, toujours sans, c'est pas parce qu'on va s'occuper d'optimiser un processus qu'on va tout révolutionner. Si je prends le cas d'une industrie,
On peut très bien améliorer la production de produits d'une industrie en changeant les machines. Mais le propre du Lean Six Sigma, c'est vraiment de s'intéresser à l'amélioration du processus en ce qui concerne le Six Sigma, mais sans rien changer. On fait avec ce qu'on a. Alors, c'est une solution durable, c'est une philosophie durable parce que le Lean va s'occuper de chasser les gaspillages, hein, comme je vous l'ai dit. Le Six Sigma, c'est l'amélioration des process et donc la réduction des défauts. Donc, en préservant, en chassant les gaspillages, on préserve évidemment les ressources naturelles. On a notamment des réductions de CO2 et de déchets de façon générale. Quant au Six Sigma, en chassant les défauts, on a par exemple dans certains secteurs la réduction des toxicités et des biens de consommation, ainsi que la réduction des déchets par les entreprises, par les industries. Qui sont les bénéficiaires de la démarche? On peut penser que certaines entreprises ou aux yeux du grand public, on peut penser que le Lean Six Sigma, c'est quelque chose qui est fait pour améliorer la rentabilité des entreprises. Évidemment, hein, si on optimise la qualité, les délais, on optimise les coûts, mais aussi la sécurité. Et l'entreprise va en bénéficier, ça c'est évident, mais les travailleurs aussi, parce que la pénibilité du travail va baisser, le management qui aussi est souvent soumis à du stress, qui va pouvoir réduire son stress, hein, et l'environnement, comme je viens de vous en parler. Quand le public pense que le Six Sigma c'est du cost killing, hein, ça arrive. Hein. On voit, on a des cas ici récemment encore chez Decathlon, par exemple. Hein. Decathlon a pris ce qui l'intéressait dans le Lean Six Sigma et l'a appliqué à sa manière de produire, de vendre les choses. Alors, rapidement, l'atmosphère de travail devient invivable et la pénibilité va grimper. On insiste très fort, nous, sur le fait que le Lean Six Sigma, ce n'est pas du cost killing, ce n'est pas de la chasse au coût, et qu'au centre de la démarche, il y a l'être humain. Toujours dans ce but de diminuer la pénibilité, d'améliorer la production, les produits ou les services fournis pour le client. Et c'est l'entreprise qui, le mot m'échappe, l'entreprise va en bénéficier également par effet de redondance, mais vraiment au centre de la démarche, c'est l'humain et le client et le salarié. L'origine du Six Sigma, le Lean, on connaît tous, enfin pour la plupart, on connaît son origine et on suppose que ça vient de la Toyota Way, des entreprises Toyota, hein, qui après la guerre 40-45, pour faire face aux géants Ford et à la concurrence qu'ils pouvaient lui imprimer, a créé cette méthode qui permet d'éviter les gaspillages et lui a permis à Toyota d'être concurrentiel. Le Six Sigma, je vais réussir à le dire, est beaucoup plus récent. Le Six Sigma, lui, il a une vingtaine d'années et c'est Motorola qui a créé le Six Sigma pour améliorer les process et améliorer ses ventes. Alors, pour réaliser du Lean Six Sigma, on va utiliser une roadmap, c'est un plan de route qu'on appelle le DMAIC, dans lequel on va définir le problème, on va mesurer le problème, on va analyser le problème, trouver une solution et implémenter cette solution. Et puis, en dernier recours, on va aussi, sur la ligne d'arrivée,
on va mettre en place des procédures de contrôle pour vérifier que tout se passe bien et que le problème ne se déplace pas ailleurs, parce que le propre du problème dans une entreprise, c'est, une fois qu'il est réglé, c'est de se déplacer à un autre endroit. Alors, je vous ai dit, define, c'est définir le problème. Souvent, on a l'impression que on connaît le problème de son entreprise. Quand je parle aux entreprises des problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans leur secteur, je me dis, oh, c'est pas moi. Chez la concurrence, ok, mais chez nous, on n'a pas ça. En fait, ce qui est visible, c'est souvent, si j'utilise une métaphore hospitalière, c'est souvent le symptôme et rarement la cause. Donc, on va s'attacher avec différentes méthodes et différents outils, c'est à définir les causes qui occasionnent les symptômes et les problèmes de l'entreprise. On va mesurer le problème, on va essayer de comprendre, si j'utilise toujours cette métaphore hospitalière, on va essayer de comprendre d'où vient la douleur, ressentie par le client, les collaborateurs, peut-être le management. On va mettre en place des outils de mesure adéquats parce que le Lean Six Sigma, ça n'efface pas tout ce que l'entreprise avait avant, comme je vous ai dit. Le propre de Lean Six Sigma, c'est de faire avec ce qu'on a et d'essayer d'améliorer ce qu'on a. Ça ne sert à rien, on ne va pas balayer les anciens outils, mais ça ne sert à rien non plus de venir implémenter 50 000 nouveaux logiciels. À cette étape de l'avancement du projet, de la méthode Lean Six Sigma, on va choisir l'outil adéquat pour répondre aux problèmes de l'entreprise. On va analyser, on va rechercher les causes racines, on va vérifier que le symptôme n'est pas psychosomatique, comme un médecin le ferait avec des instruments de mesure. Par exemple, on va vérifier que le problème ne concerne pas un tout petit nombre de clients. On pourrait imaginer que le produit ne plaise pas à un tout petit, ou le service d'ailleurs, ne plaise pas à un tout petit nombre de clients. Et on va vérifier ça. On va vérifier que ce n'est pas quelque chose d'aléatoire dont on pourrait aisément s'accommoder. On va déterminer une solution à cette étape-ci du DMAIC, pardon, et on va mettre en œuvre la solution proposée. Et puis, je vous ai dit déjà tout à l'heure, à l'étape contrôle, on va mettre en place une procédure dans l'entreprise pour vérifier que la solution continue à fonctionner, vérifier aussi que cette solution elle est maintenue par l'ensemble des salariés, parce que la difficulté quand on fonctionne d'une certaine manière dans une entreprise, c'est un moment de sortir de sa zone de confort et de changer les habitudes. Donc, cette procédure de vérification, elle va se faire régulièrement. On va admettre que une fois par semaine, une fois par mois, une fois par trimestre, on vérifie que tout est en ordre et continue de fonctionner comme on l'a proposé à l'étape Improve. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne balaye pas de la main ce qui existait avant, on va utiliser ce qu'on utilisait avant, mais on va essayer de l'utiliser mieux. Et comme dans toute gestion de projet, on va déterminer, on va planifier, on va déterminer un début ou une fin, on va évaluer les risques, la gestion des risques. On va essayer de s'imposer une certaine discipline et surtout, on va essayer d'impliquer le management et qu'il y ait une certaine gouvernance qui permette de pérenniser la philosophie Six Sigma. Donc, la philosophie Six Sigma, elle est valable pour n'importe quelle gestion de projet.
On peut tout à fait utiliser des outils comme Prince2, par exemple, qui est un outil de gestion de projet et de management, et à partir du moment où on le met en perspective avec le Lean Six Sigma. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Personne? Il y a encore quelqu'un ou... Oui, oui, on est encore là, Fabrice. Je pense que les questions, on pourra peut-être les garder pour la fin Okay. de séance. Et sinon, n'hésitez pas en effet à utiliser le chat si vous avez des questions, des demandes de précision. Alors, j'avais promis un petit bonus et de vous parler de la méthode de Kanban, hein, et plus particulièrement de la méthode de Kanban, d'un Kanban personnel, ce que j'utilise personnellement, parce que la meilleure manière d'intégrer le Lean Six Sigma, c'est de l'utiliser dans sa vie de tous les jours, de manière assez simple. Il y a des outils comme, par exemple, les 5 S, qui sont une méthode d'amélioration de l'environnement, j'allais dire d'organisation, mais non, d'amélioration de l'environnement, hein, dans laquelle on peut ranger, nettoyer les choses d'une manière assez particulière. Ça peut se faire chez soi. Je rigole souvent avec ça, mais je dis qu'aujourd'hui, le Lean Six Sigma est un peu entré en moi dans ma vie privée. Comme par exemple, j'ai arrêté de faire 50 km pour aller acheter de l'eau chez Auchan parce que c'est moins cher, parce qu'on se rend compte que c'est peut-être moins cher sur le coup à court terme, mais sur le long terme, on est perdant. Donc, au niveau des délais, on préfère, par exemple, aller acheter tout près de chez nous et n'acheter que ce dont on a besoin. Vous allez me dire, ça paraît évident, mais je ne connais pas beaucoup de gens qui font ça. Donc, on n'achète que ce dont on a besoin. On appelle ça un flux tiré, puisque le Lean Six Sigma, on va tendre vers un flux tiré. C'est quoi un flux tiré? C'est en entreprise, ça serait vraiment la solution rêvée, mais on ne sait pas faire un flux tiré à 100%. C'est-à-dire que si on a une commande de client, on va mettre en fabrication, on va produire pour lui vendre. Ce n'est pas tellement ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Dans certaines entreprises, on tend vers ça, mais par exemple, dans la grande distribution, je ne pense pas que Deleuze ou Carrefour attendent d'avoir une commande de 1000 boîtes de thon pour les commander. Hein. Donc, eux, ils sont plutôt sur un flux poussé, c'est-à-dire qu'ils vont commander, ils vont stocker. Ce n'est pas du flux poussé à 100% non plus, hein, puisqu'ils peuvent avoir comme ça des statistiques qui leur permettent d'acheter ce dont ils ont besoin en étant à peu près sûr que ça sera vendu. Et donc ici, on est dans notre ménage, dans notre gestion du ménage, par exemple, on est plutôt sur un flux tiré où nous allons, ma femme et moi, acheter des choses tout près de chez nous. On évite les déplacements parce que en Lean Six Sigma, on s'est rendu compte que les déplacements, ça coûtait très cher dans une entreprise, hein, très très cher. On estime par exemple que dans le secteur de la construction, c'est 20%. Je pourrais aller vérifier dans les autres entreprises, mais je pense qu'on ne serait pas loin. C'est 20% du temps d'un salarié. Donc, ça veut dire que pendant qu'il marche, il ne produit pas, hein, il ne travaille pas. Nous, on agit de la même manière. Et aujourd'hui, on utilise des outils comme le Kanban, comme cette philosophie du flux tiré où on n'achète que ce dont on a besoin pour éviter que les poubelles se remplissent avec les tranches de jambon qu'on a achetées en trop, par exemple. Alors, c'est très facile la méthode de Kanban. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui utilisent la to-do list. Hein. Une to-do list, c'est une liste qu'on fait, j'en ai peut-être une qui traîne quelque part, non, je ne vois pas. C'est une liste qu'on fait pour se rappeler, dans le meilleur des cas, hein, parce qu'il y en a encore qui pensent que sous la douche, ils peuvent se rappeler de ce qu'ils ont à faire dans la journée, voire dans la semaine. C'est une liste qu'on va écrire sur une feuille pour se rappeler de ce qu'on a à faire. Alors, la to-do list, elle a des problèmes, c'est que quand la to-do list n'est pas achevée et qu'on n'a pas fini les tâches qui sont sur la to-do list,
elle vole à la poubelle et ce qui n'a pas été fini, on doit recopier sur une autre to-do list. Hein. On n'a pas non plus une gestion des priorités qui est vraiment facile. Moi, je me rappelle quand j'employais la to-do list, je mettais des petits drapeaux, des petits panneaux avec un point d'exclamation pour me rappeler que c'était urgent. Hein. Donc, on n'a pas non plus cette possibilité-là, ou alors ça devient très fouillis. Et alors, certaines personnes, c'est la to-do list évolution, vont utiliser des post-it, ce qui est assez pratique. Le post-it, il peut être complété n'importe où. On pense à un truc, c'est-à-dire on doit aller acheter un ballon, on doit aller acheter, on doit terminer un rapport pour le lendemain. Hop, on l'écrit sur un petit post-it. Mais ces petits post-it, ils finissent par envahir le bureau, être collés un petit peu n'importe où, sur les coins de l'ordinateur, sur le frigo. Et puis, c'est comme quand on déménage, il reste toujours des caisses au-dessus qu'on continue à enjamber, hein, et qu'on ne voit plus, et ces post-it disparaissent. Donc, la méthode de Kanban, personnelle, si vous la voulez papier, ce que moi j'utilise hein, pour différentes raisons, je vais vous les expliquer après, elle utilise des post-it qui vont permettre, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en précision après, hein, qui vont permettre de jouer avec les tâches qu'on ne pourrait pas faire sur une to-do list. Mais on va aller les mettre, on va aller les trier par ordre d'urgence et d'importance dans un tableau qui comporte 3 colonnes. C'est 3 colonnes de base. Hein. Après, moi j'utilise 5 colonnes. Guy Botson, avec qui je travaille, utilise un Kanban qui va gérer différemment avec, je pense, 7 colonnes. C'est comme une brosse à dents, un Kanban. Chacun son Kanban personnel. Ici, vous avez un Kanban de base. Quand on aura passé le slide suivant, je vous montrerai le mien et comment ça se passe. Hein. Donc, dans ces 3 colonnes, c'est le minimum. On a une liste, on a une colonne to do, donc c'est la colonne à faire. On a une colonne in progress, donc c'est les tâches qu'on a choisies et qui sont en cours. Et puis, on a une colonne terminée. Dans la première colonne, on va sélectionner des tâches par ordre d'importance pour ceux et celles qui connaissent la grille d'Eisenhower. Cette grille permet de trier les tâches. Donc, on a des tâches qui sont importantes et urgentes. Et je vous conseille, si vous en avez, de traiter celle-là d'abord. On a des tâches qui sont importantes et non urgentes. C'est celles qui viendront à la suite des importantes et urgentes, dans l'ordre. On a des tâches urgentes et non importantes. Et puis, on a des tâches non importantes et non urgentes. Bon, ça dépend toujours d'un moment bien précis. On se rend bien compte qu'à certains moments, les tâches non urgentes, non importantes peuvent devenir urgentes et importantes. Enfin bon, ça permet de gérer les priorités. Donc, par ordre d'importance, surtout par ordre d'importance, on va venir sélectionner 4 tâches, pas plus. Si vos enfants utilisent ça pour l'école, c'est 3 pour les enfants plus jeunes, parce que c'est utilisé dans le primaire, dans la gestion des journaux de classe, par exemple. Et puis, ces tâches, on va décider, toujours par ordre d'importance, d'en commencer une. Dans la deuxième colonne, in progress, donc les tâches en cours, on ne s'autorisera également qu'à avoir 4 tâches à la fois. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que, même si la légende court que les femmes sont multitâches et les hommes monotâches, que l'être humain, de manière générale, a beaucoup de mal à gérer plus de 4 tâches. Il se retrouve vite écrasé sous la masse de travail. Et puis, les tâches n'avancent pas. Une fois que c'est terminé, les post-it se déplacent dans la colonne terminée. Hein, et dans cette colonne, par contre, on peut avoir autant de post-it qu'on veut. Alors, pourquoi une colonne terminée? On aurait pu se contenter de 2 colonnes, la colonne à faire et la colonne en cours. Eh bien, cette colonne terminée, en tout cas dans un premier temps, elle va vous permettre d'analyser la manière dont vous gérez votre temps
à la semaine ou au mois. Moi, je travaille à la semaine, Guy travaille plutôt au mois. Donc, c'est comme ça qu'on se rend compte, par exemple, que la tâche mail, traiter le mail de machin, on l'a marqué sur un post-it, et puis on a un deuxième mail à traiter un petit peu plus loin. Ben, ok, mais toutes ces petites tâches qui font partie de la même famille, à un moment donné, on peut les regrouper et dire, voilà, traiter mes mails, et on va choisir un temps imparti, on va dire le lundi à midi, je traite mes mails. Donc, ça va vous permettre d'analyser ça. Et ça va psychologiquement aussi, il y a une espèce de contentement personnel quand à la fin de la semaine, à la fin du mois, on se dit oh, j'ai réussi à faire tout ça cette semaine. Ça, c'est le deuxième avantage. Et puis, il y en a un troisième, mais qui n'est pas lié à la colonne terminée, qui est lié au Kanban tout entier. C'est que quand vous commencez un Kanban, vous allez voir que les tâches rentrent dedans et roulent et se mettent à tourner. On est dans une espèce de roue qui ne s'arrête jamais, qu'on complète au fur et à mesure. Alors, l'avantage du post-it aussi, c'est que les commerciaux connaissent bien, c'est que on a une idée, on est dans la voiture, on peut s'arrêter 2 secondes, ou pas s'arrêter d'ailleurs, plutôt conseiller de s'arrêter, l'écrire, la coller sur le tableau de bord, et puis une fois qu'on se sera arrêté, venir la coller dans son Kanban. Alors, ça, ce sont les colonnes traditionnelles, ce sont les colonnes de base. Moi, j'ai ajouté à mon Kanban personnel 2 autres colonnes, 3 même. J'ai ajouté un journal des tâches, qui est plutôt une page complète. Je vous montrerai après comment j'ai géré ça, qui est plutôt une page complète. À chaque fois que j'ai une idée, à chaque fois que je me souviens d'une tâche qui est à faire, ben, je vais l'écrire sur un petit post-it. J'achète des petits post-it chez Ava en général. Et puis, je viens la coller dans mon journal de tâches dès que c'est possible. Et puis, ben, tous les jours, quand il y a de la place dans mon tableau de Kanban et que les tâches ont avancé suffisamment, eh ben, par ordre d'importance, dans ce nuage de post-it, je vais choisir des tâches à exécuter. Il y a des tâches qui, vous verrez, c'est aussi assez comique hein, quand on travaille comme ça par ordre d'importance. Il y a des tâches qui se règlent toutes seules. On les a notées et puis c'est la magie de la gestion de projet et de la gestion du temps. Il y a des trucs qui vont se faire tout seuls si vous agissez vraiment par ordre d'importance et d'urgence. Et puis, j'ai une autre colonne qui sont les tâches en attente parce que j'ai remarqué que dans ma colonne en cours, parfois, il y avait des tâches pour lesquelles je manquais d'informations. Hein, et puis, je dois téléphoner à Charleroi Entreprendre parce qu'il me manque une information. Et tous les téléphones sont pris. Eh ben, cette tâche-là, je ne sais pas la continuer. Pourtant, dans mon tableau, elle a été gérée par importance. Donc, elle est à la bonne place. Mais je vais la déplacer en attendant de recevoir l'information. Et dès que j'aurai l'information, elle reprendra sa place et je la terminerai. Donc, j'ai cette colonne en attente, j'ai cette colonne, j'ai ce journal des tâches qui est plutôt une page qu'une colonne. Et puis, j'ai aussi une colonne que j'utilise beaucoup moins, mais qui sont les projets que j'aimerais réaliser. J'aimerais faire un voyage en Nouvelle-Zélande, j'aimerais écrire un livre, j'aimerais un tas de choses. Et ces projets-là, ce sont des projets, vous savez, c'est des projets auxquels on pense et qui finissent par sortir de la tête et puis on les abandonne. Ben moi, je les ai sous les yeux tous les jours et parfois, il y en a un qui se réalise. Donc, voilà pour les Kanban. Je vais vous montrer de manière plus pratique après mon Kanban à moi. Vous allez comprendre et voir que c'est facile à utiliser. Il y a une version électronique. Il y a plusieurs versions électroniques. Il y a des versions électroniques qu'on appelle, je regarde l'heure, mais ça va, je suis dans le temps. Il y a une version électronique de Kanban personnel qui sont plutôt des petites applications de type Kanban for One. Hein. Si vous voulez, pour votre entreprise, un outil plus professionnel, ce que j'utilise aujourd'hui plutôt comme agenda et comme moyen de gérer des projets et d'organiser mon temps, parce que les Kanban, c'est un peu de la gestion du temps et de la gestion de projet combiné. Hein.
Vous avez l'outil Trello, où il y a des outils similaires aujourd'hui, mais c'est le plus ancien et moi, c'est celui-là que j'utilise, avec lequel je vais vraiment gérer ma vie professionnelle, avec mon Kanban papier aussi, mais il vient en complément et je l'utilise plutôt comme une to-do list. Donc, vous voyez ici, je vous ai mis un autre type de Kanban. Il y a beaucoup trop d'étiquettes dans les colonnes, mais c'est pour vous expliquer que vous pouvez un petit peu le customiser au fur et à mesure, au fil du temps, à l'utilisation, comme vous voulez, vous dire, tiens, moi j'ai besoin d'une colonne Intel, moi j'ai besoin d'une colonne Intel. Pour l'histoire, je vous parlais de Guy Bosson tout à l'heure, qui lui travaille au mois, mais il s'est rendu compte qu'au mois, il devait se limiter à un nombre par semaine de tâches à réaliser, parce que sinon il est vite envahi et il est de nouveau submergé par sa gestion du temps. On a fait chez nous des Kanban pour la répartition des tâches entre les enfants, par exemple, parce qu'on s'est rendu compte, on ne le fait plus maintenant, mais à un moment on avait fait ça, on s'est rendu compte que c'est toujours le même qui allait promener le chien, c'est toujours le même qui allait sortir les poubelles, donc ils avaient leurs photos, c'était plutôt des dessins qu'on avait fait nous-mêmes parce que ça nous faisait rire. Et puis, de semaine en semaine, les tâches changeaient de case et ça permettait d'avoir une rotation, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui fassent les tâches les plus ingrates. Donc, ça peut se faire en entreprise aussi comme ça, avec toute l'imagination. Le Kanban n'a de limite que votre créativité, finalement. Donc, voilà. Je vais arrêter de partager l'écran et je vais vous montrer mon Kanban à moi. Hop. Donc, ça, c'est mon carnet de notes. Si vous préférez, si vous avez un truc électronique, je vous ai dit, il y avait des applications pour le faire. Et voici à quoi ressemble mon Kanban. Et je vous le rappelle, est plutôt utilisé ici comme une to-do list et pas comme un agenda. J'utilise Trello, que je peux vous montrer si vous le voulez en partage d'écran. J'utilise Trello pour une gestion plus professionnelle. Alors là où vous avez tout l'espèce de... Non, je ne sais pas comment je vais dire, l'espèce de truc pas en ordre, c'est le journal des tâches. C'est là qu'à chaque fois que j'ai une idée, je note et je viens la coller à un moment donné là. Et puis, de là, je passe dans la colonne affaires, mais de là à là, j'ai déjà géré par ordre d'importance. Puis, vous voyez que j'ai encore rien fait grand-chose cette semaine-ci dans les tâches, parce que j'ai eu beaucoup de travail. De là à là, on va aussi, il y aura un deuxième tri qui va se faire par ordre d'urgence et d'importance. Et là, ce seraient les tâches en cours. Et une fois qu'elles sont terminées, elles vont se placer dans la dernière colonne. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser vraiment très rapidement. Et vous allez voir qu'en général, même dans l'enseignement, je vous disais tout à l'heure que j'apprends à utiliser ça aux enfants, mais j'insiste pour que les parents soient là. Et en général, c'est un outil qui finit chez les parents et que les enfants utilisent très peu. Très peu parce que voilà, parce qu'il faut quand même un certain âge pour pouvoir gérer son temps. Voilà. Si vous avez des questions, Oui, moi, une je petite pense que je question. suis dans les temps, j'avais promis. Tu es dans les temps. Oui, une petite question, Fabrice, parce que Ouais. c'est vrai que le Kanban peut aussi des applications dans le domaine industriel. Est-ce qu'il y a Ouais. des prérequis ou des points d'attention avant de se dire, tiens, je vais prendre le Kanban et je vais l'appliquer à un flux ou à un processus? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut être particulièrement vigilant? Euh, c'est une question à la fois intéressante et à la fois, à la fois compliquée parce que autant, allez, les utilisations sont vraiment, vraiment multiples. Si je prends la construction, on ne va pas trouver un tableau d'organisation comme je viens de le montrer. On va utiliser
ce qu'on appelle des cartes Kanban. Hein. Le conducteur de travaux, le gestionnaire de chantier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des cartes sur lesquelles il y a le nom de l'entreprise, il y a le nom du responsable d'équipe. Et en général, ça, par entreprise ou par corps de métier, le gros œuvre va avoir la couleur rouge, la toiture va avoir la couleur verte, il va s'arranger pour avoir un truc assez visuel. Mais ces cartes Kanban ne vont servir qu'à remonter de l'information qui vient directement du chantier et du terrain, comme par exemple la gestion du stock. Hein. Le chef d'équipe va lui dire, attention, pour demain, j'ai besoin d'une boîte de clous ou d'une boîte de vis. Quoi. Si on prend le secteur de l'IT, on va plutôt se retrouver sur un type de Kanban, comme je viens de le montrer, avec des colonnes à faire, en cours et terminées. Hein. Ceux qui connaissent la méthode agile, avec laquelle je n'ai toujours pas trouvé de différence avec le Lean, hein, mais je crois juste qu'on emploie un autre nom pour l'IT, savent qu'il y a Scrum, mais il y a aussi la méthode Kanban qui est utilisée pour la gestion des sprints. C'est-à-dire qu'on va enfermer les tâches à faire dans un sprint avec une date de début et une date de fin, et il faut, coûte que coûte, atteindre cet objectif. Donc, il n'y a pas vraiment de point d'attention, je pense. Hein. Je pense qu'il faut se lancer, il faut l'utiliser, il faut bien réfléchir. Et le propre du Lean, c'est vraiment aussi de réfléchir aux outils qu'on va utiliser, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui utilisent des outils qui sont tout à fait inadaptés. On voit aussi des secteurs évoluer et qui font réaliser au niveau des logiciels, par exemple, leurs propres logiciels qui sont vraiment adaptés à eux-mêmes. Et le Kanban, c'est la même chose. Je crois que c'est quelque chose qu'on va utiliser et qu'on va améliorer au fur et à mesure. Parce que toute la philosophie Kanban, toute la philosophie Lean Six Sigma, et y compris les outils comme le Kanban, comme les 5S, sont sous-tendus par un principe qu'on appelle la roue de Deming, et qui est la roue de l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on couple toujours l'action à l'apprentissage. On vit dans un système, en Europe en tout cas, où l'échec en entreprise est difficilement acceptable. Ce n'est pas le cas aux États-Unis, où une entreprise qui n'aurait jamais fait faillite, par exemple, pour l'ensemble, pour le marché, ce n'est pas normal. Donc, chez nous, on fait une erreur, on a peur d'être puni, et d'ailleurs, en général, c'est ce qui se passe, on est puni, on est renvoyé. Ici, la philosophie Lean, elle propose vraiment de se baser sur l'échec, d'utiliser cet échec pour améliorer sans cesse les process, les délais, améliorer les outils, améliorer tout ce que la philosophie peut utiliser, y compris les Kanban. Donc, des points d'attention, non. Se lancer, utiliser, et puis améliorer au fur et à mesure. J'ai quand même une petite anecdote. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut me dire, je ne retrouve pas, je suis tombé sur un article. Il y a une entreprise en Belgique qui incite ses salariés à se dénoncer quand ils font une erreur, à faire un rapport. Ce rapport part dans un service compétent, je suppose que c'est le service RH, et s'ils se dénoncent, ils sont récompensés. Et s'ils ne se dénoncent pas, par contre, ils sont punis. Donc, l'erreur est récompensée. Alors, ça a quoi comme but? Simplement de trouver une solution pour le service qui gère ces erreurs. Le service trouve une solution et communique ça à tout le monde, en tout cas à toutes les personnes concernées, pour que cette erreur ne se reproduise plus. Et on est vraiment là dans le cadre d'un processus d'amélioration continue. Ok. Moi, j'avais une deuxième question, Fabrice. Je me permets, hein, pour rebondir par rapport à ce que tu as dit. Effectivement, on a cette allocation des tâches où on va venir les positionner dans du to-do, du in progress, etc. Ouais. Que faire si une tâche est bloquée dans une catégorie? Est-ce que tu préconises une approche particulière ou... En attente, moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai une colonne supplémentaire. Hein, donc, si je remontre mon Kanban,
j'ai une colonne ici, c'est plutôt une case d'ailleurs, qui sont les tâches en attente. Hein. Avant, j'avais un truc pour les projets sur le long terme, comme un voyage en Zélande, comme écrire un livre, comme euh, monter une formation pour la journée agile. C'est un truc qui me trotte depuis 2 3 ans que j'ai toujours pas fait. Mais je les ai regroupés au même endroit toutes les deux. Et en fait, si la tâche, elle peut être bloquée qu'à un endroit. C'est dans la colonne en cours. Quand la tâche est à faire, si elle a été triée correctement par ordre d'urgence et d'importance, elle peut passer dans la colonne en cours. Alors, il y a quand même un danger, je vais revenir dessus. Donc, il y a un seul endroit où dans ce Kanban, la tâche peut rester bloquée, c'est dans la colonne en cours. Tout à l'heure, j'ai évoqué le manque d'informations pour terminer. Je dois faire un rapport et il me manque les statistiques des bénéfices de l'entreprise, par exemple. Hein, il me manque le rapport, il me manque les informations sur les bénéfices de l'entreprise. Eh ben, on téléphone à la personne, elle n'est pas là, elle ne sait pas nous les donner tout de suite ou elle ne les a pas sous la main. Cette tâche va partir dans une colonne en attente et on va en traiter une autre en attendant qu'on ait l'information concernant celle-là. Une fois l'information obtenue, celle-là reprend sa tâche normale, son emplacement normal, parce que si elle a été triée par ordre d'urgence et d'importance, elle doit être réalisée avant toutes les autres si on est en cours d'affaires. Par contre, les gens me demandent et qu'est-ce que je fais? J'ai commencé une autre tâche. Bon, on la termine. Il y a un bouquin qui s'appelle Avaler le crapaud, hein, qui est assez intéressant, qui parle de la manière de commencer et de terminer les choses et de ne pas se laisser ensabler parce qu'on a des tâches qui ne sont pas terminées, mais ce qu'on a le plus, ce sont des tâches inachevées, des trucs qu'on a commencé et qu'on n'a jamais terminé. Et ce bouquin est assez intéressant, hein, donc ça s'appelle Avaler le crapaud, si mes souvenirs sont bons. Alors, pour en revenir à ce que je disais et au danger de trier par ordre d'urgence et d'importance, hein, il ne faut pas confondre important et urgent avec j'aime et j'aime pas. Il ne faut pas confondre non plus important et urgent avec c'est facile et c'est difficile. Je m'explique. On est le 9 de la fin du trimestre, il fait beau. Moi, j'aime aller à la pêche, et là, le soleil brille. Et pour le lendemain, Arnaud Berger m'a demandé de rentrer ma comptabilité. Arnaud Berger, qui est mon comptable, m'a dit oh, pour le 10, il faut que ta compta pour la TVA soit rentrée. Eh bien, il ne faut pas confondre ça avec, en se disant, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'en parle, hein. Il fait beau, il est plus urgent ou important que j'aille pêcher parce que demain on annonce de la pluie et je ne pourrai pas aller pêcher. Non, ça c'est du je préfère aller pêcher et ce n'est pas trier de l'importance et de l'urgence. Évidemment, la TVA était plus importante qu'une journée passée à la pêche. Donc là, il y a un danger, il faut essayer de rester assez objectif et honnête avec soi-même finalement. Tout à fait. Bah, écoute, merci en tout cas pour cette précision. Alors, je ferai une dernière parenthèse. C'est vrai que tu as mis en avant l'outil Trello et je vois que ça a suscité des réactions dans le chat. Certains, effectivement, confirment la facilité d'utilisation, mais il y a également d'autres outils qui ont été mis en avant comme UTrack ou Atlassian. Voilà, donc. Trello est aujourd'hui un outil Atlassian, je pense. Hein. Il a été acheté par Atlassian. Ok. Mais oui, et si j'ai encore quelques secondes, Bien sûr. j'ai déjà vu utiliser Trello au moins de 200 manières différentes. Bicode, par exemple, hein, avec lesquels j'ai collaboré une fois ou deux pour des entrées en formation, utilise ça pour gérer le passage des candidats à la sélection pour les entrées en formation. Où on a des tableaux sur lesquels on est tous connectés, on a accès, et on voit les informations qui nous arrivent, des gens qui font passer les entretiens techniques. Nous, on était plus sur les entretiens de savoir-être. Hein, et on voit comme ça, ils utilisent ça comme ça. Moi, je l'utilise comme agenda, par exemple, hein, combiné avec... Il y a un tas de modules qui peuvent venir se greffer sur Trello. J'utilise Planyway Pro
Planiview Pro me permet de me connecter, en fait de regrouper tous les tableaux Trello que j'ai au même endroit sur un agenda. Avec des couleurs différentes, on sait jouer avec des couleurs, des stickers, c'est un truc assez visuel et assez facile, quoi. Donc il y a vraiment, même chose que, c'est un Kanban électronique, hein, et je conseille toujours pour le travail de groupe d'utiliser un Kanban électronique plutôt qu'un Kanban papier. Et lui aussi, Trello, l'outil Trello n'a de limite que l'imagination de son utilisateur. Voilà. Ok. Bah, écoute, merci en tout cas pour ta vue d'expert sur le sujet. Donc, j'en retiens que voilà, il faut être ouvert à l'outil, rester créatif, mais être structuré dans l'approche et la façon de l'utiliser. C'est la démarche lean que tu viens de décrire. Un truc structuré, c'est le grand paradoxe, c'est quelque chose de structuré, mais d'intuitif et de créatif. Ça va, alors je ne me suis pas trompé dans les termes utilisés. Très bonne chose. Mais je propose maintenant à Mohamed de venir un peu nous partager son retour d'expérience, lui qui l'applique au sein de sa société P4P, et je vais lui laisser la parole pour nous partager son expérience. Alors Mohamed, il faut que tu actives ton micro, je pense. Vous me dites si c'est bon? Ça y est, c'est bon, on t'entend. Ok. Oui, bonjour et bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. On voit ta présentation en tout cas. D'accord, c'est le plus important. Écoutez, je vais situer déjà un petit peu P4P. Donc P4P, comme ça a été dit, c'est une très jeune société. On l'a créée en 2015, mais on a commencé industriellement à être prêt à produire en 2016. On est parti from scratch, hein, donc on est parti vraiment de zéro, avec une spécialisation dans les étuis, les boîtes pliantes, les coffrets. Et donc, pour situer un peu, les boîtes d'emballage qu'on peut avoir dans les médicaments, les boîtes d'emballage qu'on peut avoir pour les colorations, les ballotins de chocolat, les étuis pour les essuie-glaces, par exemple, par exemple Valeo, Bosch, pour situer ceux-là. Donc, l'idée, c'est d'être capable de faire ce genre de choses, comme beaucoup de gens font déjà. Vraiment, beaucoup d'acteurs le font. Là où on a souhaité vraiment se distinguer par rapport à la concurrence, c'est est-ce qu'il était possible dans une même entreprise de cartonnage de faire de tout ça dans le même endroit en moins de 15 jours ouvrables sur l'Europe. Quand je dis moins de 15 jours ouvrables, c'est un standard. Il nous est déjà arrivé de livrer en 3 jours ouvrables ou en 4 jours ouvrables. Ce qui est dans le domaine du cartonnage un vrai plus parce qu'en général, ils sont sur des délais de 4 semaines, 5 semaines. Ça va vraiment dépendre, voire 6 semaines. Il y en a certains qui sont même sur 8 semaines. Ça va vraiment dépendre de la typologie ou la complexité du produit. Autre info que je vais quand même donner rapidement. Donc, la jeunesse de nouveau de P4P, c'est, on va dire, un croisement entre une expérience personnelle avec des collaborateurs dans le cartonnage et mon expérience, entre guillemets, à titre perso dans l'automobile. Donc, moi, il y a eu 11 à 12 ans dans le secteur automobile, avec des clients comme Toyota, Renault, Citroën, avec la chance d'avoir été au Japon, en Allemagne, chez Ford, notamment par rapport au Ford Production System, en Angleterre, chez Toyota Angleterre, en France, chez Toyota à Valenciennes. Mais l'idée dans ce qu'il faut comprendre, c'est que 11 ans dans le secteur automobile, qui plus est chez un équipementier, c'est très, 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 très contraignant. Et le secteur automobile, il a au moins le mérite d'entrée de jeu de éliminer au maximum les gaspillages. Donc, je ne vais pas refaire tout un discours sur le lean. Je pense que Fabrice a donné déjà vraiment beaucoup, beaucoup d'infos. Mais ce qu'il faut comprendre dans le lean ou le secteur automobile en particulier, c'est que pas de place pour le déchet, pas de place pour les temps perdus, pas de place pour de la pénibilité. Fabrice l'a évoqué tout à l'heure en disant que le lean est très lié justement au souci de pénibilité. Pas de place, entre guillemets, pour tout ce qui est pollution. Donc, en gros, c'est peut-être un concept, un système d'organisation qui est vraiment très, très, très poussé. Et dans le cartonnage, par contre, je vais le lier au cartonnage,
j'ai presque envie de dire c'est tout le contraire. Mon expérience du cartonnage avant d'avoir lancé PKP, c'est un flux poussé. Donc en gros, ça me fait penser un petit peu à la sidérurgie d'antan. C'est on dit qu'on ne sait pas faire mieux que ce délai-là. On impose au client un minimum de quantité. On impose au client la tolérance avec laquelle il va devoir accepter de devoir consommer plus que ce qu'il a besoin parce que le process est tel qu'il va en avoir un peu plus que prévu. Donc finalement, moi j'ai vu tout à fait le contraire entre le cartonnage qui est un flux poussé et on va dire le secteur automobile qui s'appuie sur le lean en flux tiré. Et donc l'idée c'était de dire est-ce qu'il était possible de faire dans le cartonnage un modèle en ligne. On a réussi. On va dire que sur une surface, nous, de 2000 m², on a réussi à concentrer tout le parc machine sur 650 m². Donc, tout à l'heure, Fabrice évoquait les déplacements. Donc, tout a été pensé, enfin, on a essayé de penser, tout a essayé d'être pensé pour éviter d'avoir trop de déplacements. Et pour donner un ordre de grandeur, ça vaut la peine de l'entendre, mais quand même en Europe occidentale, en Belgique en particulier, donc je ne vais pas revenir sur le côté du poids de la masse salariale ou qu'est-ce que peut peser une masse salariale dans un prix. Donc, c'était fondamental de centrer tout sur la valeur ajoutée. Vous allez demander, avec tout le respect que j'ai, à quelqu'un qui va être, par exemple, en Inde ou dans un pays, entre guillemets, en développement, va demander, entre guillemets, va avoir un salaire, comme on peut voir, très, très, très bas. Et puis, en Belgique, oui, en Belgique, en Europe et en Belgique en particulier, on va attendre, bien entendu, d'avoir un salaire, il y a une sécurité sociale, il y a des choses qui font partie de la norme. Et donc, ça veut dire que le Belge, pour situer en Belgique, mais je pourrais dire en Europe, le Belge va attendre qu'on le respecte un peu plus dans ce qu'il vaut. Donc, il faut lui donner une certaine plus-value dans ce qu'il fait. Donc, il faut éviter de voir des tâches très simples, très, très faciles. Et donc, pour situer un peu, là où nous, on a une personne, ils vont avoir besoin de 2 à 3 personnes chez un concurrent. La même chose, pour faire la même chose. Tout simplement parce que nous, on a fait en sorte d'éliminer les gaspillages là où eux ne les éliminent pas. Qu'est-ce que ça a donné comme plus vis-à-vis de nos clients? Mais bien entendu, les délais. Il faut savoir que l'élément du délai, on réagit nous en tant que consommateurs. On veut aller acheter un smartphone, on veut acheter une TV, on veut acheter, je ne sais pas moi, une machine à laver. On a décidé que c'était aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui. On n'a pas envie que ce soit demain. On va au premier magasin, il nous dit le délai va être de autant, l'autre il nous dit le. Donc finalement, si on a décidé que c'était aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et on ne va pas comprendre qu'on va nous expliquer qu'il faille attendre je ne sais pas combien de temps. Donc le délai est un élément essentiel et il le devient de plus en plus, tant mieux pour nous, PKP, dans le cartonnage. Il faut savoir qu'on est référencé chez L'Oréal, chez Philippe Morris, chez Ferrero, chez Neos, chez Valeo, bien sûr, chez Pranarome. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'acteurs, et donc tant mieux pour nous. Mais par contre, ce qu'ils attendent, tout cela au niveau des délais, c'est de dire, nous, on ne veut plus avoir de stock. Avec le Covid, la situation d'aujourd'hui, elle va encore d'autant plus inviter à diminuer ces stocks parce que quand on va aller dans une banque et on va vouloir valoriser, éventuellement négocier un prêt en disant j'ai un stock, ils vont nous dire ça ne vaut peut-être plus rien. Donc finalement, les stocks deviennent aujourd'hui un problème. Dans le lean, je ne vais pas réexpliquer tout, ça fait partie d'un prérequis. Il faut tendre à diminuer le stock au maximum, ce qu'on appelle améliorer le BFR ou le working capital. Le deuxième élément sur lequel ça va aider, c'est la rentabilité. Fabrice l'a un peu, bien entendu, également évoqué. L'obsolescence, il faut savoir que dans notre métier, on fait des étuis. Vous achetez des étuis, je ne vais pas nommer des marques, mais donc vous achetez des médicaments. Mais le médicament qui est vendu en Belgique, la législation au Portugal va faire qu'il faut rajouter un texte ou enlever un texte. Donc finalement, s'ils ont des stocks importants, ils vont devoir, tout en payant les étuis, les packs secondaires ou les packs primaires, mais tout en payant tout ça, ils vont devoir les jeter. Ça pose un vrai problème, entre guillemets, pour un certain nombre d'acteurs qui veulent, à juste titre, améliorer leur rentabilité en gaspillant moins. Pour ce faire, de nouveau, il faut que les délais soient courts. Le troisième élément qui va avoir également toute son importance, ça va être la valorisation tout simplement des stocks au niveau du working capital, donc miss market, rentabilité par rapport à l'obsolescence, et le troisième élément, le working capital ou le BFR. Donc nous,
on a basé tout là-dessus. Et l'idée dans l'application du Lean au niveau PKP, Fabrice l'a évoqué, il a évoqué que c'est basé un petit peu dans l'agriculture sur les échecs. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on a fait un peu comme un truc de Masterchef et on s'est dit, bon, voilà, OK, on veut faire un calage, par exemple, en moins de 15 minutes. On applique le SMED. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez plutôt l'image de la Formule 1 pour vous donner une idée. Mais donc, on applique réellement chez PKP le SMED, ou là où chez un concurrent, pour faire un changement d'outil, il va falloir une demi-heure, trois quarts d'heure, ce qui est déjà vraiment bien, hein, attention, c'est vraiment des bons temps. Hein. Mais nous, il va nous falloir moins de 15 minutes. Donc, ça veut dire qu'on va être ouvert au changement. Le changement, on considère chez PKP, c'est une opportunité. Dans le cartonnage, le changement est un problème. C'est un problème qu'il faut éliminer. Donc, je reviens sur la sidérurgie dans le temps. Moins on fait de changements, plus on roule, comme on dit, plus on produit, on est en mode running, mieux c'est, plus ça va être rentable. Chez PKP, c'est le contraire. Plus on fait des calages, ce qu'on appelle dans notre métier les calages ou les changeovers, plus on en fait, et plus on est dans la valeur ajoutée, puisqu'on va passer d'un dossier A à un dossier B, d'une référence 1 à une référence 2. Donc, on va permettre à alimenter le marché dans la même journée des étuis pour Valeo, on va nommer tous les clients, des étuis cosmétiques, des étuis de parfum, des étuis de luxe, des étuis de chocolat, des étuis de biscuits, etc., etc. Donc, ce qu'il faut dans le modèle de PKP, c'est que dans la même journée, il faut essayer de faire de tout. Et donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on a basé. Un autre élément qu'il faut bien comprendre dans l'application du Lean chez PKP, c'est, on va parler du capital humain. Il y a le capital industriel qui a toute son importance et il y a le capital humain. Et nous, on a mis en place presque une unité autonome de production. Donc, on n'a pas mis un millefeuille, une lasagne avec N, N plus 1, N plus 2, N plus 3. Et donc, finalement, c'est chaque fois très redondant. Moi, je suis supposé, enfin, oui, c'est vrai, je suis le CEO de la société. Et donc, je descends au N-1, qui descend au N-2, qui descend au N-3. Quand il y a un problème concret, hein, qu'est-ce qui se passe dans ce genre d'entreprise si je faisais ça? Ben, il y a un problème, la personne va remonter le problème sur un tableau ou autre, sous forme d'une tâche, hein, ou autre, en disant il y a un truc à traiter, il y a un problème à traiter, ça va remonter à l'autre après, l'autre après. Donc finalement, c'est très lent, ça va à l'encontre de l'agilité. Non, l'idée c'est il faut s'approprier les choses, et donc là où on le produit, à cet endroit-là, c'est lui qui va être l'animateur de la gestion du problème. Donc, l'opérateur de la machine, le régleur de la machine, c'est lui qui va être le détonateur en disant on ne peut pas accepter que le problème persiste, on va le traiter jusqu'au bout. Et donc, en général, je vais traiter avec la personne, quand je dis je, c'est l'équipe de direction, on va traiter avec la personne en direct, de telle sorte à ce qu'elle va animer en disant bon voilà, moi je vois les choses en disant problème, action, tel que je les vois, mais c'est pluridisciplinaire, hein, c'est jamais une personne, mais il y a toujours un animateur, donc problème, action, responsable, délai, et l'objectif c'est toujours la même chose, c'est de résoudre. Le délai, il faut qu'il soit le plus court possible, de telle sorte à éviter que, entre guillemets, le problème vienne se réitérer. Donc au niveau du capital humain, dans ce que j'appelle l'unité autonome de production qu'on a mis en place, on a évité justement d'avoir ce côté trop hiérarchique comme il peut y avoir dans des sociétés classiques. Je comprends ça en Inde, je ne comprends plus, moi, à titre perso, bon, j'ai maintenant des dizaines d'années d'expérience, j'ai vécu ça dans beaucoup de sociétés. C'est incroyable comme on peut avoir, tant mieux pour nous, hein, encore une fois PKP, comme on peut avoir ce problème d'avoir, à la limite, je ne vais pas utiliser le terme confiance, mais la responsabilisation. Donc, on ne responsabilise pas suffisamment notre personnel, voire même on le considère presque à tort, hein, comme étant tâche d'exécution, circuler, il n'y a rien à voir, fais ce qu'on te demande, et puis ben, on s'approprie entre guillemets les succès, et on dit les problèmes viennent des autres, ou les échecs viennent des autres. Non, ici, l'objectif, de nouveau, dans notre modèle d'organisation, on est basé là-dessus. Et du coup, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Ça ouvre la porte à la possibilité de dire, bon, aujourd'hui, je pars un peu plus tôt, demain, je reviens un peu plus tard, tout en respectant la législation. Mais l'idée, c'est d'avoir cette possibilité de produire à bon escient. Qu'est-ce que je vais évoquer? Je vais quand même évoquer un peu le management visuel.
En général, donc le Lean demande vraiment beaucoup cette idée du management visuel, mais pas l'idée du management visuel au niveau des indicateurs, mais l'idée du management visuel par rapport à comment on voit la photo, je profite, l'idée du management visuel où on va avoir une lecture des flux. Donc chez nous, par exemple, on a une polyvalence qui est très forte, très importante, ce qui est bien de nouveau par rapport à la concurrence, et tant mieux pour moi. Plus ils vont prendre du temps à le faire, mieux je me porterai. Donc, du coup, en général, on est spécialiste de l'impression, spécialiste de la dorure à chaud. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est vraiment des métiers à part, spécialiste de la découpe, spécialiste du collage. Mais chez nous, on est spécialiste d'un étui ou d'un packaging, que ce soit dans le vin, le champagne, encore une fois, vraiment beaucoup de choses. Et l'idée dans la polyvalence, c'est d'avoir la possibilité que là où on a besoin, la personne, de manière presque naturelle, va se dire je dois aller à ce poste-là. Donc le flux, il est fait avec le WIP, le Work in Progress, hein, et donc on a un flux tiré qui est assez facile à lire. Et sincèrement, pour moi qui ai, entre guillemets, 4 enfants, les derniers, ils ont 10 ans, quand je vais avec eux le week-end et je leur demande qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu comprends dans ça, je suis très content qu'en fonction des différents week-ends, plus on avance et plus ils comprennent de plus en plus. C'est-à-dire qu'en la lecture du flux, ces niveaux école maternelle, ils sont capables de comprendre, de dire, à mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Ce n'est pas qu'ils vont décider que c'est ça qu'il faut faire, mais à mon avis, là, il faudrait qu'on produise sur cette machine-là. Donc, encore une fois, ça aide beaucoup parce que ça permet de responsabiliser au maximum le personnel qui va être dans la tâche de transformation de la valeur ajoutée au processus décisionnaire. Il n'a pas la responsabilisation de l'échec, ou la responsabilité de l'échec, il a, entre guillemets, que le succès. Ceci étant, il doit contribuer à, dans beaucoup d'entreprises, chef, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et encore une fois, tant mieux pour nous. L'autre élément, c'est tout ce qui va toucher au niveau des problèmes de qualité. On va mettre un système de management visuel en disant, là, il y a un défaut de qualité. Tout de suite, il est important que si on questionne n'importe quel individu de l'entreprise, j'ai bien dit, n'importe quel membre de l'entreprise, sur un problème de qualité, on ne doit pas aller voir la personne du poste pour essayer de savoir ce qui se passe. Qualité, sécurité, on doit savoir réellement tout ce qui se passe. Donc, ça veut dire que quand il y a un problème de qualité, un petit peu, tout le monde s'est approprié la problématique. Et il y a eu ce problème-là. Et puis, quand je vais questionner quelqu'un, moi, en passant, quelqu'un qui est à l'impression alors que le problème de qualité était aux colleuses, et je vais voir la personne à l'impression, bonjour, ça va, comment ça se passe? Il dit, j'ai vu qu'il y a un problème qualité au niveau de la colleuse, tu en sais un peu? Oui, c'est ça, et en fait, il y a ça. Voilà, c'est génial. Donc, ça veut dire qu'on s'approprie bien. Ça veut dire qu'il y a vraiment un partage de telle sorte à ce que l'animation, elle soit la plus dynamique possible. Donc, dans management visuel, il faut comprendre la gestion des problématiques ou des problèmes qualité. Dans management visuel, on en a très peu. Il faut voir problème maintenance. On en a vraiment très peu, pour pas dire pas du tout. On a vraiment un taux de disponibilité machine qui est proche de 100%. À côté de ça, on a le management visuel dans l'animation du flux. Attention, on fait vraiment beaucoup de références. Dans un domaine notamment tabac, on a des dossiers où il y a 1500 références. Donc, on n'est pas en train de dire, bon, c'est quand même facile, on a des palettes avec des trucs rouges et des trucs oranges, et donc c'est facile de savoir lequel il faut produire. Non, il y a vraiment beaucoup de références. Là où il y a eu une contrainte quand même, je le précise, dans le modèle de P4P au niveau du Lean, c'est qu'on a pris quand même un peu plus de 2 ans avant de lancer un ERP. Donc, l'idée, de nouveau, c'était de dire que dans la gestion des flux, l'ERP où on est devant un écran et on tape un peu une référence comme si on allait dans une administration à la commune et qu'on n'a plus qu'à lire ce qu'on nous précise. L'idée, de nouveau, c'était d'avoir une gestion des flux. Mon expérience dans l'automotive, c'est que quand moi j'avais été au Japon et que nous en Belgique on avait des ERP, etc. Et quand j'ai été au Japon où ils fabriquaient la même chose que nous, mais au Japon, je voyais qu'ils n'allaient jamais sur leur ERP et que dans la gestion des flux, ils étaient capables de me dire, voilà, pour nous c'est ça, pour nous c'est ça. Donc voilà. Quand je vous dis ça, on est en 95. Vous imaginez, on est en 2020. Au jour d'aujourd'hui, on fait une séance de Lean comme si c'était quelque chose de révolutionnaire. Donc je dis tant mieux pour PKP, ils sont un petit peu tous en retard. Tant pis pour les autres. Mais c'est vrai que là, du coup, nous, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que la croissance elle est de mieux en mieux. On doit déjà réfléchir à éventuellement
un ou des autres PKP. Je ne parle pas dans l'année ici, hein, il y a le Covid. Malgré le Covid, par exemple, ben, nous, on est dans des chiffres qui sont un petit peu mieux que 2019. Ils ne sont pas à la hauteur des objectifs de 2020, mais ils sont un peu mieux que 2019. Je vais encore, pardonnez-moi, aller sur un point que Fabrice a évoqué en disant que le Lean va inviter, avec les équipements que nous avons, de faire avec ce qu'on a. Mais prenons le masque qu'on a entendu parler, le fameux masque barrière, etc. Mais PKP, alors que je ne suis pas le seul à avoir une machine à impression, vernis, dorure à chaud, découpe, pliage, collage, hein, pose fenêtre, etc. Il y a beaucoup de concurrents comme ça. Comment vous expliquez alors que PKP est le premier à avoir fait un masque certifié par Santexbel à Liège Covid-19 à partir des équipements qu'il a? Mais l'explication, elle est parce que nous, on a un modèle basé sur le Lean. On a tout de suite, quand le lundi, moi le dimanche, je suis en famille et puis il y a quelqu'un qui me dit je ne comprends pas, comme si c'était facile. Je pense que c'est ma maman qui m'a dit ça, mais de manière un peu. Et les masques, vous ne savez pas faire ça? Un truc ainsi, c'est arrivé comme ça. Boum, le lundi, j'arrive et je dis bon, les gars, ce qui fait qu'on ne fait pas de masques, etc. Je crois que c'était 7 ou 8 jours ouvrables après. On avait déjà les premiers prototypes. Je vous assure que dans plein d'entreprises dans lesquelles j'ai vécu, et j'en ai vécu quelques-unes, rien que les réunionites qu'on va faire pour éventuellement faire accepter l'idée qu'il faut éventuellement s'approprier l'idée, il va nous falloir déjà 4-5 semaines. Après, on va peut-être démarrer, après on dira il est trop tard. Et on va convaincre que finalement, ça ne valait pas la peine de. Voilà, chez nous, de nouveau, tout le monde est un petit peu dans ce sens-là, on a réellement cette culture-là. Maintenant, il y a de vraies contraintes, c'est-à-dire que le Lean, il contraint énormément. Et une des contraintes, je parlais du capital humain, c'est de ne pas considérer de nouveaux postes, statuts, etc., etc. Dans notre métier, il faut entre 5 à 10 ans pour une expérience. Je l'ai connu dans d'autres sociétés. Hein. Donc, la poste il est à la dorure à chaud, d'accord, oui. Et il est là, ce poste-là depuis combien de temps? 5 ans, oui, d'accord. Et quoi, il est habilité quand même? Non, pas tout à fait, tu sais, ça il sait faire, mais ça il ne sait pas encore faire. Chez PKP, on va avoir une société qui va arriver où il va y avoir une technicienne de surface d'une société, entre guillemets, prestataire de services. Et la personne va solliciter le CEO en disant, bon voilà, je vois que vous avez des machines, vous avez de la production, vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Et les mêmes personnes chez nous, au jour d'aujourd'hui, la même personne a été aux colleuses, dorure à chaud, découpe, pliage, collage. Donc, la contrainte qu'on doit se mettre, nous, au niveau du management, c'est pas de considérer que les choses sont compliquées et qu'il faut du temps et qu'il faut attendre et qu'il faut ci et qu'il faut là. Si demain, je dis dans 2 ans, 3 ans, il faut qu'il y ait un autre CEO parce que ma valeur ajoutée n'est plus nécessaire et que quelqu'un d'autre peut le faire parce que le train, il est parti, il faut le faire, il faut l'accepter. Donc, de nouveau, tout ça, c'est pas de nouveau des concepts qui sont faciles, et tant mieux de nouveau pour nous, puisque dans la plupart des entreprises, et là je ne sais pas Fabrice comment ça peut fonctionner, mais quand Fabrice va se rapprocher d'une société pour éventuellement mettre en place, entre guillemets, le Lean ou des outils du Lean, ben, ceux qui vont être les décisionnaires éventuellement de le mettre en place, la limite qu'ils vont donner, c'est de dire touche pas à ma gamelle, comme on dit. Va là-bas, mais chez moi, tout va bien. Chez nous, c'est vraiment des choses qui s'appliquent à tout le monde, en ce compris à moi. Donc, je dois accepter qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui viennent d'en bas, entre guillemets, pour dire les choses comme ça, qui viennent de l'atelier. Et, entre guillemets, l'animation, elle est assez grande. Un dernier point, c'est tout ce qui touche au niveau des projets. Je ne vais pas rentrer dans l'AMDEC, analyse de mode de défaillance et de leur criticité. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est vrai que quand on a un problème de qualité, on va vraiment aller jusqu'au bout du bout pour essayer de voir comment on va essayer de transversaliser la problématique qu'il y a eu là sur un autre sujet. On peut avoir une action de correction qui va être sur un étui pharma et qu'on va transversaliser sur un étui alimentaire, alors que logiquement, il n'y a rien à voir. Mais oui, il y a une réflexion à avoir. L'autre élément, c'est tout ce qui va toucher au niveau d'un projet. Donc, j'ai un rôle comme d'autres, un rôle commercial. C'est toujours tout ce qui touche à la qualité, à la sécurité et à la démarche commerciale, c'est l'affaire de tous. Donc, en gros, l'opérateur a le droit, je n'ai pas dit le devoir, il a le droit de dire que sur une affaire qui est perdue, de poser le pourquoi du comment. Et titiller, il doit y aller.
c'est sa tartine. Donc, il a le droit de dire, Mohamed, j'ai un problème, j'ai appris que, comment ça se fait, on a perdu l'affaire, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu l'affaire, et comment vous expliquer, et qu'est-ce qu'on va faire. Et voilà. Ça, il a le droit. Je n'ai pas dit il a le devoir, mais il a le droit. Donc, finalement, nous, on a le devoir de faire en sorte de... Mais lui, il a le droit parce que, de nouveau, tout le monde doit être mis sous contrainte. Le terme important, je pense, c'est se mettre en contrainte. Ce n'est pas se mettre en pression, c'est se mettre en contrainte. Et donc, pour revenir sur les phases de projet, il est vrai que très en amont, plutôt que de dire, comme dans la plupart des sociétés, on est dans une phase projet, donc on a une conception chez nous, on a tout ce qui touche au niveau du graphisme, etc. Et donc en général, quand on est dans une phase de conception, de prototype, ben, c'est une équipe projet. Et puis il y a une équipe éventuellement qui va être une équipe de production, et les choses vont de manière un peu séquentielle. Chez nous, dès le départ, tout le monde est dans le coup. Parce que plus il va y avoir une participation en amont, moins on a de chance, entre guillemets, de marcher 2 fois sur la mauvaise pierre. Parce que l'opérateur qui va être à la machine de découpe, ou un des opérateurs à la machine de découpe, ça va être un projet dans lequel la complexité à la découpe n'est peut-être pas grande, mais chez lui, il va peut-être réfléchir à quelque chose qui va revenir le lendemain, le surlendemain ou la semaine qui suit en disant bah, moi j'ai pensé à ça, je pense qu'il y a ça. Et là, les gens, ils adorent, hein, parce qu'ils aiment bien venir avec ils ont pensé à telle ou telle chose. Donc voilà à peu près, entre guillemets, en gros, on est content de où on en est au jour d'aujourd'hui. Et je pense que par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que la mayonnaise, elle prend tellement bien, bah, la réflexion que nous, on va devoir avoir, PKP, c'est de se dire, dans les 3 ans à venir, est-ce qu'on voit une multiplication des unités autonomes de production, ce que je pense qu'il faille faire, ou est-ce qu'il faut grossir de plus en plus de manière locale? De mon point de vue, il faut se multiplier le nombre d'unités autonomes de production, d'être proche, entre guillemets, de nos conditionneurs ou nos clients respectifs, afin que globalement, ben, on gaspille moins, donc on consomme moins, et donc du coup, ben, on est plus sensible au niveau de l'environnement, on respecte un peu mieux nos gens, parce que les plans sociaux, ben, on a moins de risques d'en faire, hein, puisque ce qu'on fait, on ne grossit pas trop pour dire qu'il faut maigrir d'un coup, pour dire on n'a pas le choix, pour des raisons de survie, il faut dégraisser. Non, l'idée, de nouveau, là, le modèle du Lean, sur ce côté-là, par exemple, pour votre info, pendant la phase du Covid, ben, là où il y en a qui lançaient le chômage économique, et c'est tout à fait respectable, honorable, moi, je ne juge pas, attention. Je dis juste que nous, on a fait ben, tout ce qui est 5S, donc on a fait du nettoyage, de la mise en peinture, de la formation, etc. Et là, moi, pour avoir vu la culture japonaise, c'est très axé sur ce genre de choses. Ça marche, si et seulement si ben, on n'est pas trop gros au départ. Sinon, même moi, je ne saurais pas le faire. C'est parce qu'on n'est pas gros. C'est pour ça qu'on peut le faire. Voilà, moi, je pense que j'ai fait un peu le tour. Comme d'habitude, j'ai été dans tous les sens. Mais Donc, s'il y a c'était des questions, très, n'hésitez très, pas. très chouette. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed, pour ce super témoignage. Tu as vraiment mis en avant tous les éléments positifs à appliquer du lean management, qu'ils soient en matière de satisfaction du collaborateur, puisqu'on sent une vraie responsabilisation des gens qui vont pouvoir travailler avec toi, une opportunité de partager des idées, une sensation d'avoir de la plus-value dans les tâches qui sont réalisées, une augmentation de la satisfaction client. Tu as notamment mentionné les délais plus courts. Au niveau financier, avec des vraies perspectives de croissance et une meilleure vue budget versus réalisé, aussi une meilleure gestion de la qualité avec une lisibilité accrue des process. Moi, j'avais une petite question pour toi. Euh, Évidemment, tu essaies d'insuffler cette dynamique lean à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Comment t'assures-tu qu'il y a une appropriation de cette, je veux dire, de cette philosophie? Est-ce que tu imposes, entre guillemets, des trajets de formation? Est-ce que tu organises des sessions de sensibilisation? Est-ce que tu fais du coaching one-to-one pour t'en assurer? Ben, il y a un petit peu de tout ça. Alors, l'élément, j'ai parlé du truc du Masterchef, ça a toute son importance. On base tout sur l'échec. Donc, en gros, ben, là où je ne vais pas faire comme Fabrice a dit, où dans une entreprise, il fallait se dénoncer, où il faut se dire, et dans une démarche positive. Hein. Mais c'est un peu ça.
C'est-à-dire que il rate son truc, ben, il le rate, quoi. Ben, après, il le recommence, il doit faire en sorte de ne pas le rater, d'essayer de comprendre pourquoi il l'a raté. Donc finalement, s'approprier, c'est pas difficile parce que les gens ont tellement peur. Ils ont peur de se faire engueuler, ils ont peur de se faire réprimander, ils ont peur éventuellement de se faire sanctionner, ils ont peur d'être licenciés. Donc la peur, à un moment donné, elle génère naturellement le fait qu'on n'explore pas tout le potentiel de l'individu. Quand vous, d'entrée de jeu, à la limite, vous montrez ou vous démontrez de par votre propre expérience personnelle que il faut pas avoir peur, vraiment, il faut pas avoir peur. C'est dans les échecs qu'on va vraiment réussir. Donc les gens recommencent par eux-mêmes. Donc finalement, ils s'approprient les choses parce que à un moment donné, allez, je donne un exemple concret par rapport à l'appropriation. En général, on doit, si on a un bon supposé patron de production, on doit suivre le temps de calage, la disponibilité machine et le temps de roulage, pour pas dire combien d'unités j'ai produit, quel est mon taux de panne, disponibilité machine, et quel est mon taux de rebut. En général, c'est ça. Nous, on ne va pas suivre ça. On va suivre ce qu'on appelle les temps perdus ou tout ce qu'on a gaspillé. Donc, combien il a roulé, on s'en fout. Combien il a perdu, c'est-à-dire combien il aurait dû rouler, en combien de temps, et en combien de temps il a roulé. Donc, l'écart qu'il y a entre le temps auquel il aurait dû passer et le temps auquel il a passé, c'est l'écart qui nous intéresse. Si, par exemple, il avait le droit, pour un dossier bien déterminé, d'avoir un taux de rebut de X, mais quelle est pas la valeur absolue du taux de rebut, mais quel est l'écart par rapport à l'objectif? Donc, finalement, l'opérateur ou les opérateurs vont tout de suite bien comprendre que ce qui va compter, ce n'est pas la mesure du pas bon, c'est comment je m'améliore. Puisque finalement, si hier j'ai perdu, pour dire le terme comme ça, 50, et qu'après pour le même dossier j'ai perdu 40, c'est bon. Il n'y a personne qui peut contester que c'est bon. Et moi, je donne souvent l'exemple des enfants. Je dis toujours que si on mange et on est en famille et que je dis à quelqu'un, je dis à mes enfants, bah, le patron n'est pas content, qu'est-ce qu'il y a? Bah, on a eu un taux de qualité qui est de 97% de bon. Ah, donc il y a 3% de non-qualité. Vous transformez ça en ppm dans le lean, c'est pam, ça explose. Donc vous avez 3%. Moi, sincèrement, je peux dire ça à n'importe quel enfant. Il va me dire, mais je comprends pas, 97 c'est bien. Pourquoi tu dis que c'est pas bien? Donc finalement, ça pose un problème dans la manière dont on présente les choses. Donc, on n'a pas s'approprier les choses, c'est pas difficile, puisque d'entrée de jeu, moi, la manière dont je vais réagir, je pense que le management a toute son importance. La manière, l'attitude qu'on va avoir, c'est ça qui va déterminer qu'on s'approprie ou qu'on s'approprie pas. Après, les gens ne sont pas cons. Ils voient que c'est un discours, puis ils voient la réalité des choses. Je dis, ça va, je me suis fait avoir une fois, je ne me ferai pas avoir une deuxième fois. Donc, c'est un travail plus au niveau du management qu'un travail au niveau des collaborateurs. Comme c'est l'ADN dans lequel je souhaite aller, ben, c'est pas compliqué de me discipliner moi-même de le faire. Donc voilà comment il s'approprie les choses. Merci pour ta réponse. En tout cas, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On arrive tout doucement à la fin de la séance. Donc voilà, c'est le moment de poser éventuellement les dernières questions, soit à Fabrice ou soit à Mohamed. Eh bien, alors, s'il n'y a plus de questions, ben, moi, je propose de rester alors sur cette dernière note positive où je retiendrai quand même que c'est une belle manière d'aborder différemment les choses et je reprendrai tes termes, Mohamed, afin d'explorer le potentiel de l'individu, de lever les peurs et de s'autoriser l'échec où l'échec devient alors une opportunité de s'améliorer. Alors, moi, je tenais encore à remercier Fabrice et à te remercier toi, Mohamed, pour votre intervention aujourd'hui. La vidéo a été enregistrée et sera mise à disposition prochainement sur nos réseaux sociaux. Comme je l'ai indiqué en début de session, si vous souhaitez revenir sur le sujet ou si vous avez d'autres questions par rapport à Charleroi Entreprendre, eh bien, Guillaume et moi-même se tenons à votre disposition. Et on vous souhaite en tout cas une super journée et au plaisir de vous revoir au prochain Midi Charleroi Entreprendre. À très bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci, salut, au revoir à tout le monde. Au revoir.